chez nous. On a été arrêtés le 5 octobre 43 à 7 h le matin. Pour cause que on s'occupait du maquis Champenier. Tu parles des ravitaillements, là je vais pouvoir te répondre. Parce que mes parents tenaient un café et une petite épicerie. Et dans cette petite épicerie, ben, on volait aussi les gens qui venaient avec leurs cartes, un petit peu de temps en temps pour ramasser du café, pour ramasser du sucre, pour donner au maquis Champenier. Hein? C'est ça, nous on a fait l'ravitaillement. Et la camionnette que mon père avait achetée, elle servait pour emmener les âmes dans le caveau d'Argentière. Tu la connais l'histoire. Hein? Bon, voilà. Alors, le 5 octobre 1943, la Gestapo débarque chez nous, le matin à 7 h. Moi, j'étais pas levée. Mon père, il dormait, parce que la nuit, il était venu justement, les gars, si tu te souviens. La veille, mon père leur dit, les gars, sauvez-vous, on est foutus. Alors, ce que les autres, ils voulaient pas croire, c'est bien arrivé. Mon père l'avait vu clair, il a dit, ça sent mauvais. Il avait arrêté les gars du vol près, déjà, c'était fait. Fin septembre, ils avaient arrêté. Les 10 gars, quand ils fusillaient, à ils volent près, là. Alors après, c'était notre tour, parce que, soi-disant, il y en a un qui a causé. Bon, moi, je veux bien sous la torture, il y en a un qui a parlé, mais ça, on nous épiait quand même depuis que ce temps. Hein, ça se passait la nuit, hein, chez nous, la nuit, bon, bref. Alors, quand ils sont arrivés, la Gestapo, ils étaient 3 gars de la Gestapo, dont Picot, ça faisait 4, habillés avec les 3 quarts noirs, là, mon vieux, la mitraillette, la matraque, hein. Ils nous ont descendu du lit tous les deux. Mon père, ils l'ont battu. Déjà, ils l'ont mis à terre, lui, dans la chambre. Ma mère, elle était justement, qu'elle coupait tout le ravitaillement, puisqu'on était 5. On avait le ravitaillement pour les 2 communes, Saint-Léger-Argentière, qu'il fallait couper 100, il fallait peser 100 grammes de café, mettre 100 grammes de bœuf. Je me rappelle, ma mère, elle avait son couteau à la main, il a donné un coup de schlag sur son couteau, pour qu'il avait peur, peut-être qu'il donnait un coup de couteau, peut-être qu'à couper le beurre. Mais ma foi, ils ont tout emmené, hein, la Gestapo, quand ils nous ont eu emmenés, nous, ils ont tout emmené le ravitaillement des 2 communes. Les gens, ils n'ont pas eu de ravitaillement, hein, pendant au moins 2 ou 3 mois, je sais pas, j'étais parti. Alors après, il y avait 3 camions qui étaient sur la place dans le pays, qui nous attendaient, 3 camions pour 3 personnes chez nous, enfin bref. Et après, pendant ce temps-là, nous ont monté dans le camion. Il était 8 h à peu près, quand ils ont eu tout fouillé chez nous. À l'espace de 5 minutes, tout était bousculé, on ne savait pas où penser ni rien du tout. Hein. Alors mon père, il dit, laissez ma fille s'habiller, tout au moins, j'étais en chemise de nuit. Non, il attrape le manteau comme ça, il me jette le manteau comme ça. Je suis partie en chemise de nuit, en patin, comme ça. Hein. Ma mère, elle était habillée, c'est tout. Mon père, il a donné son paletot de cuir. Et puis, ma foi, ils nous ont montés donc dans ce camion, on a attendu jusqu'à 10 h. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce camion? On se demandait ce qu'ils allaient faire de nous. Hein. Mais c'est pas tout, c'est qu'ils ont été chercher Madame Renaud, la belle-mère, à Michel, qui était Argentière, et puis qui s'occupait aussi du maquis, puis qui a couché les gars aussi, tout le bazar là-dedans. Ils ont été la chercher, puis ils l'ont emmené. Puis après, ils ont monté 2 personnes devant chez nous, hein, le facteur, là, puis le tailleur. Ils les ont montés dans le camion, quand ils nous ont eu ramenés. Devant l'épicerie, ils nous ont ramenés une 2e fois. Et du coup, je ne sais pas, ils sont redescendus chez nous, c'est parce qu'ils ont cherché. Ils avaient fait causer Ignace. Ah oui, bah oui, mais ils les ont redescendus. Mais c'est un Polonais, ils ont gardé. Alors nous, on a été emmenés de chez nous, sur la place, pas très loin, dans l'attraction. Ils avaient amené l'attraction, il y avait une petite rue entre les 2 cafés, vous le connaissez bien, le café, il est toujours le café. Ils nous avaient sortis avec l'attraction pour nous monter dans le camion, après ils nous ont ramenés devant la maison. Puis ma foi, après on est parti sur Herry. Sur Herry, il était à peu près 11 h 30 par là, hein, depuis le matin 7 h. Hein. Alors sur Herry, là, ils nous ont arrêtés. Et puis je me rappelle, c'est Pelé, le boulanger d'Herry, qui m'a amené un morceau de pain. Ils n'ont rien dit, parce que c'était les soldats là, hein. Avec nous, c'était pas la Gestapo. La Gestapo, il y en avait devant, il y en avait derrière. Puis ma foi, après, ils nous ont emmenés à Couille. Ben, il était déjà à 3 h de l'après-midi à Couille. Hein. Je quitte ça. Il voulait prendre le maître d'école. Oui, il voulait prendre l'instituteur de Couille. Puis ma foi, sa femme, elle les a vus arriver. Et puis sa femme, ben, elle l'a averti. Il s'est sauvé. Mais tout ça, on était donc dans ce camion, on attendait. Puis ma foi, on arrivait à Bouche, depuis le matin, 7 h, on arrivait à Bouche à 5 h du soir à la prison de Bouche-au-Bordio. Et bien là, je vais mieux vous dire qu'on a été accueillis par des Français, les gardiens de la prison du Bordio, il y avait aussi des Allemands. Mais on a été accueillis par la directrice du Bordio, je ne l'oublierai jamais de ma vie pour une Française. Hein. Ah oui, il faut voir comment elle nous a insultés et tout, hein. Ils nous ont mis dans une cellule, on s'est trouvé 6 femmes. Donc il y avait ma tante qui n'était pas ma tante, mais qui est devenue ma tante, ma mère, moi, puis 3 autres femmes.
dont une piste qui parle de ça, une espagnole, elle n'a jamais causé, jamais on s'est compris, la pauvre femme, elle n'a jamais causé un mot de français ni rien du tout, tant qu'on était. Alors nous ont mis là. Coïncidence, 3 jours après, on ne nous avait jamais rien dit ni rien du tout. Écoutez bien, les Français, comme c'est gentil ça. Ma mère, elle avait dans ses règles. Bon, on n'avait rien pour se servir, ni rien du tout. On dit demande à la gardienne, à la française, si elle n'avait pas quelque chose. Eh bien, c'est une honte. Elle y a amené 7 ou 8 journaux. Vous débrouillez. Hein? Vous croyez elle avait pas pour une Française qu'elle n'avait pas un torchon à donner à ma mère qui perdait tout son sang, c'est aussi l'émotion et tout. Hein? Ça, déjà, vous croyez que c'était humain déjà, ça, hein, de la part d'une Française? Alors elle disait toujours, répéter, ce sont les femmes des Allemands, ça, ce sont les femmes des Allemands. Elle ne voulait pas nous voir, hein? Donc c'était quand même une femme qui était collaboratrice. Alors au bout de 4 jours, ma foi, on entendait un va-et-vient, les portes rentrées fermées dans la prison. Alors ma mère elle disait toujours, oh, ben, on va mourir là, ma fille, tu sais. Ah oui, on va lever un moral, on va mourir là. Moi je disais, non, on va pas mourir comme ça. Alors il nous amenait la tinette, là déjà à la prison. Il fallait la sortir tous les soirs, on faisait nos besoins toutes là, comme ça. Hein. On était bien engueulés et tout. Puis ma foi, un jour, un gars de la Gestapo s'amène. On nous emmène pour nous interroger. Alors on descend de la prison. J'étais toute seule, puis ma mère elle était toute seule, en même temps, ni ma tante, hein, ils avaient déjà fait le tri. Hein. Ils nous emmenaient rue Michel de Bourges. J'étais aussi avec un Espagnol, il causait un petit peu, ben, il me dit, mais Espagnol, qui me faisait ce homme. Hein. Quand ils nous ont ramenés, je suis partie le matin c'est pareil à 7 h du matin, hein, et puis je suis revenue dans l'après-midi vers 5 h, et je suis restée au cachot pendant 4 heures. Au cachot. Et moi, j'ai peur des chiens loups d'ailleurs. Il y avait un chien loup sans arrêt. Puis, il venait, puis il ouvrait la porte, puis il me faisait voir qu'il y avait le chien. Hein. Le chien, puis le chien, il s'agrippait comme ça après. Moi, j'ai plus peur des chiens, et j'avais peur d'un coup de mitraille, parce que je disais, un coup de mitraille, on est débarrassé. Ils m'ont interrogé. Ils m'ont parlé de tous les gars qu'ils connaissaient très bien, sauf de Champagny, ça, je peux vous dire la vérité. Ils n'ont pas parlé de cette fois de Roland Champagny. Il paraît qu'il n'était pas connu dans le Cher, Roland, qu'on le cherchait uniquement dans la Nièvre. Ah oui, ça moi je peux le jurer. Alors il dit, vous connaissez, mademoiselle, un Vidocq, un Vanzik, un Michel, et puis Melnik. Il l'avait, oui, il l'avait un Melnik. Il savait même aussi qu'il était. Il l'avait, Melnik. Déjà, il était pris. Ah, je dis, il faut des hôpitaux. Alors, il disait, mais nous connaissons tout, vous savez, mademoiselle, nous avons tout vu. Nous avons tout vu dans votre pays, nous connaissons tout. Nous savons tout ce qu'ils faisaient, ces terroristes. Hein? Des sales gens, ces terroristes. Hein? Le gars de la Gestapo, le picot, il causait un français. Peut-être c'en était un. Hein? Alors j'ai dit, moi je connais rien, vous savez, moi je suis jeune, hein, et puis je connais rien. Alors il me dit, mais vous savez, hier nous avons interrogé votre père, hein, mais votre père nous a tout raconté. Il sait tout, il nous a tout dit. Nous connaissons tout sur le maquis. Alors le soir quand je suis revenu, le gars qui m'a emmené avec moi à la Gestapo, je ne l'ai pas reconnu. Il me tenait comme ça, puis il me faisait, je ne l'ai pas reconnu, il était défiguré, il sortait partout, tout le monde. Il est revenu le soir, ma tante et puis ma mère, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, puis ci, puis ça. Et le lendemain, ils interrogent pas ma mère, ma tante. Ah ben ma tante, fauche après, m'a dit, dis donc, qui c'est que tu nous as raconté, il paraît que tu as tout dit. J'ai tout dit, mais je dis, hier ils m'ont déjà dit que mon père avait tout dit. Mais j'ai dit à ma tante, tu me fais quoi? Oui, c'était pour nous faire parler, qu'après, ils ont interrogé ma mère, ma tante, ma mère. Et puis, un jour, ma mère a dit, on dit qu'ils allaient tuer ton père. Je dis, il faut bien nous ce qu'ils veulent. Elle a dit à ma mère, nous le tuerons, ton mari. Comme moi, il m'avait dit, ton viol, on avait une photo, ils avaient ramassé des photos, puis j'avais une photo qu'on s'embrassait tous les deux. À notre âge, j'en avais 18 ans, puis 19 ans, on était amoureux, quoi. Hein? Alors, il dit, tu vois, ton viol, nous le tuerons, nous le prendrons, nous le tuerons. C'est un terroriste aussi, nous le savons. Oh, je lui dis, je comprends, ils ne sont pas tellement vengés sur moi, tu sais, parce que c'était sur mon père, mon père. Quand il l'a interrogé, mon père avait fait 4 ans dans les tranchées de la guerre de 14. Il avait son bras, mais il ne s'en servait pas, hein, pour attraper il prenait son autre bras pour attraper ses chopines et ses machins. Il avait son bras. Il avait un trou, oui, il avait son petit carnet vert, tu sais, il touchait sa pension, il était pas un peu fier quand il touchait ça.
Et puis il avait donc un trou énorme, c'était pas comme maintenant. Hein. Il avait été blessé puisqu'il avait une situation de pétain. Il était blessé en 14. Mais c'est pourtant la vérité, c'est vrai ça. Hein. Alors ils l'ont pendu après par un crochet de boucher qu'ils ont mis dans le bras, ils l'ont pendu à la toupie, puis ils l'ont fait tourner jusqu'à temps qu'il soit évanoui. C'était la toupie Puis que galinoise. le sang, il sort par le nez. Là, ils arrêtaient. Hein, pour lui faire la voix si et ça. Hein. Avec la schlag qui tapait avec la schlag. Enfin, ça tourne. moi j'ai vu le franciscain de Bouche, ce fameux franciscain. Je l'ai revu après moi. Quand on est revenu, qu'il a fait le film, j'ai été convoqué, j'ai été invité, je l'ai revu. Et il m'a bien dit, hein, tu t'en souviens, t'es là, hein. Bon, il a bien dit, j'ai bien connu. Monsieur Monneran m'a soigné. Affreux, terrible, hein, il se rappelait bien ceux qui l'avaient soigné. Et tous les gars, quand ils étaient fusillés, il les a soignés aussi. Hein. Ils ont été fusillés 10 quand même. Hein. Et c'est là, après, nous, qui nous ont envoyés, nous ont expédiés directement à la prison de Tours. Peut-être deux jours avant. En même temps oui, qu'ils ont été fusillés, puisque et le matin, la bonne femme justement, la chef, la française, a dit, vous allez partir pour une autre prison. Elle dit, aujourd'hui, faites vos paquets, demain on vous expédie. Et a dit, vous savez, a dit, votre équipe, ils seront fusillés demain matin à l'aube. Hein, c'était gentil, un peu, le français. Oui, 12 août, quand ça s'appelle, madame 12 août. Oui. Faites vos bagages le lendemain matin, effectivement. Le matin, c'est pas toujours le matin, leur histoire. Hein. Au petit jour, ils nous ont embarqués, on est descendu par la rue du Bordeaux qui descend. On y est passé depuis, c'est plus comparable. Enfin, la nuit, pour nous monter dans le train, juste le matin avant 6 heures. Et direction la prison de Tours. Mais j'ai jamais revu mon père. On a demandé à le voir, on ne l'a jamais revu. Finalement, c'est une de mes cousines qui a eu un droit de visite pour le voir. Et mon père l'avait dit à ma cousine, tu sais, je suis au courant de tout, je sais qui nous a vendus, mais ça je ne l'admettrai jamais, je ferai justice moi-même en rentrant. Il avait dit à ma cousine, surtout, si ma fille ne revient pas, vous pouvez être sûr que moi je ferai justice. Ben non, il n'est pas revenu. Hein? La justice, elle a été tout faite. Elle a été tout faite. Hein? Ah oui, c'était fini. Alors, moi, j'avais aperçu mon père et puis Melnick. Ben, j'avais 18 ans, j'étais enflé comme ça. Hein? Bon, je montais sur les épaules à ma mère, puis à ma tante, comme ça, les deux pieds. Puis on avait un hublot, mais ils avaient d'ours, ils avaient planché. Il y avait des planches devant pour pas qu'on voit clair, ni rien du tout. Ben, moi, je voyais clair, je posais des lunettes. À travers les petits trucs, je voyais clair. J'ai vu Melnick aller à la Gestapo, parce qu'on était juste, la cellule 13, on est retourné, nous, justement pour le franciscain, là. La cellule 13, elle était face à la porte d'entrée. Alors à chaque fois, il y avait le coup de sonnette, quand ils emmenaient les gars à la Gestapo. Alors moi, je montais sur les épaules, puis je regardais, hein. Mais c'est qu'après, ils les emmenaient la nuit. Ça fait rien. La porte d'entrée, elle était toute grande illuminée, et puis les torches qu'ils avaient et tout, hein, je voyais quand même. Mon pauvre, Melnick, hein, parce qu'il a fait une boulette, Melnick, hein. Moi, je lui ai dit un jour à Bourdiche, qui dit, oh, il n'a pas su tenir le coup et tout. Ben, j'ai dit, écoute, devant ce gars-là, vous pouvez vous mettre à genoux. Parce que même s'il n'a pas pu tenir le coup, il est sous la torture, il a pu lâcher un an. Ça, moi, je ne suis pas au compte, il fallait se mettre à leur place. Ils l'ont ramené, il avait les fers aux pieds, aux mains, il marchait, ils l'ont traîné, il était à genoux. Il avait plus de figure, je dis souvent à la Mado, il avait le nez tout arraché, tout. Ils l'ont emmené 3 jours de suite, comme ça. Comment vous voulez qu'un être humain, il tienne le coup? Alors, je ne sais pas tout le temps dit, il nous a vendus. Admettons que sous la torture, il est lancé un prénom. Mais ça, il ne faut pas reprocher ça à ces gens-là. Non. Parce qu'il n'avait plus de tête, il n'avait plus rien. Et moi j'ai vu mon père aussi devenir comme ça. Hein. Mon père était tout des figures, plus de figures. Il a d'ailleurs l'avait dit à ma cousine quand elle avait été le voir, hein, elle ne l'a pas reconnu. Elle a dit, je me suis reculé en arrière quand j'ai vu arriver ton père. Hein. Elle a dit, voir une horreur pareille. Il m'a dit, encore Léon, il m'a dit, écoute, Rolande, ne me regarde pas. Elle a dit, j'ai dit, si, je suis venu pour te regarder en face, puis je suis venu pour te voir. Il paraît que le boche, il n'a jamais rien dit, c'était pas la Gestapo, là. Il s'en foutait, il ne voulait pas se présenter devant la famille, ni rien du tout. Hein. Alors, ma cousine a dit, c'est une horreur. Il a dit, j'ai fait la guerre de 14, j'ai souffert affreusement, mais ce que j'ai subi là, je suis dans l'incapacité de me défendre. De la part d'un homme, hein. Je suis dans l'incapacité de me défendre. Hein. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Et donc, parti au camp en Allemagne, nous
On est parti, après ils nous ont envoyés à la prison de Tours. Là, on est resté du mois de... On est parti en novembre, ça. Hein. Oui, c'est ça, hein, en novembre. On est parti de novembre jusqu'à la prison de Tours. Et après de Tours, ils nous ont passé à Orléans. Et écoutez bien, quand même la méchanceté qu'ils avaient. Mon père, il est arrivé la veille, également, à la prison d'Orléans. Parce que c'était le tri qu'ils faisaient là. Et il y avait un officier allemand qui était là, qui nous dit, ça ne change pas, le nom, le prénom, j'ai connu ça peut-être 5000 fois dans mon séjour. Hein. Alors je lui dis comme ça, ah, ma mère a dit, méfie-toi, ma mère, elle avait la troupe, elle disait, on est culotté quand on a 18 ans, puis je savais bien ce qui nous attendait. Alors je lui dis, ah, c'est un officier allemand. Il me dit, je voudrais vous demander un petit service, je dis, c'est à tout hasard. Et je dis, vous savez pas s'il n'est pas passé, beaucoup, parce qu'il avait dit, beaucoup d'hommes passaient hier, puis partir, il n'est pas passé, un monsieur. Il dit, je vous renseignerai, dites-moi son nom. Je lui ai dit, mon Léon, il vient de la prison de Bouche. Alors, le lendemain, il vient. Ah, il dit, exact, mademoiselle, je viens pour vous donner la réponse. Votre père est passé là, mais il est parti le jour où vous êtes arrivé. Et puis à Compiègne, pareil. Pareil à Compiègne, pour pas qu'on se revoie. Alors, il était parti, il dit pour une autre prison, mais il dit pour l'Allemagne après. Hein. Alors, ma tante Renaud, il dit à l'officier, elle a dit, mais elle dit, qu'est-ce qu'on va faire de nous maintenant, nous des femmes, elle dit, nous des femmes, elle dit, on n'a rien fait, elle dit, attends, on va rater tout le temps pour savoir quelque chose. Oh, il dit, madame, ce n'est pas beau ce qui vous attend. Il dit encore plus triste, il dit, pour les femmes. Alors on t'est renseigné là. Hein. Alors après, là, ils nous ont d'Orléans. On est resté peut-être 15 jours. Tu avais envoyé une lettre, une dame qui était avec nous, qu'ils ont libéré il y avait une lettre. Et nous sommes partis pour le camp de Compiègne. Ah oui, mais là, c'était pas pareil au camp de Compiègne. C'était le rassemblement, parce que c'était le grand départ du 31 janvier. Là. C'est là qu'ils ont fait la... Pétain a signé l'ordre de la déportation. Alors là, c'était la rafle de toutes les prisons pour expédier dans les camps. Alors, pareil, on s'amène à Compiègne. Tout d'un coup, ils appelaient des hommes pour les parcs, ils appelaient ça la parquet. Une fois que tu avais été à Compiègne 3-4 jours, tu étais parqué dans des fils de fer, comme ça, des poteaux, hein, avec des officiers tout, puis des chiens, ça. Toujours habillé en chemise de nuit. Comment? Toujours habillé en chemise de nuit. Ah non, après, ben non, ils m'avaient envoyé des habits à sa sœur, parce que chez nous, ils ont tout pilé, ils ont tout monté dans les camions et tout. Ils ont emmené tout ce qu'il y avait, là, tout, on est revenu cette année. Non, c'est lui qui m'a envoyé des vêtements, il avait 2 sœurs. Hein. Ah ben non, hein. Ben, j'ai pas resté jusque là, je suis allé côté jusqu'en Allemagne comme ça. Hein. Oui, oui. Alors au camp de Compiègne, on s'amène, on sortait de la gare. Ah c'est pareil. À la gare, j'ai trouvé un... Ah ben, il faudrait que je raconte ça pendant 6 mois. À la gare, j'ai trouvé un monsieur qui il dit, oh ben, où c'est vous allez les femmes? Où c'est vous allez les femmes? Ça, il semblait bien drôle qu'on était 6 femmes. On était 6 femmes. Hein. C'était bien des femmes parce que les hommes, ils se sauvaient. Mais enfin, on était gardés plus, on n'était pas enchaînés ni rien. Les hommes, ils les enchaînaient. Hein. Tu sais bien que c'était pas comme ça. Alors là, on est entouré des... Alors je dis, il me dit, mais vous allez les femmes? Je dis, les Allemands nous emmènent, les Allemands nous emmènent. Alors je dis, vous pourriez pas aller à la rue nationale, au 178 de la rue nationale, dire qu'on part avec ma mère pour l'Allemagne. Je dis, je vous promets. Ma tante Madeleine et puis ma mère ont dit, tu penses qu'il va te arranger cet homme-là, hein? Et ça devait déjà être un cheminot, hein, sûrement, parce qu'il était à l'affût de nous, pour ainsi dire, peut-être. Et pour moi, il a eu l'habitude de voir ça, hein, plusieurs fois. Alors mon oncle, lui va dans son café, il veut ce gars, hein, le lendemain. Il l'a raconté en revenance. Hein. Il dit, monsieur, j'ai de la part de mademoiselle Monra Josette qui s'en va avec sa mère pour l'Allemagne. Mon oncle dit, j'ai personne, moi qui va travailler en Allemagne. Il dit, non, je connais pas. Mon oncle, ça leur a donné la puce à l'oreille, l'admission était se cacher. Ben, ils ont dit, ça y est, on est pris, ça, nous savait qu'on était pris depuis le mois d'octobre. C'était tout à fait normal. Hein. Alors, nous, la partie pour le camp de Compiègne, on arrive au camp de Compiègne, ils appelaient tous ces gars-là. Ils étaient pour être parqués. J'entends un homme qui dit, Monra Léon, présent, qui dit. Puis alors moi je dis, papa, oh il dit ma fille, il dit, à bientôt. On ne s'est jamais vu. Mais il a bien entendu que c'était ma loi, hein, et moi j'ai bien entendu que c'était mon père. Alors le lendemain, ils sont partis, on les a entendus partir.
C'est là qu'ils ont chanté l'International, ils chantaient la Marseillaise, tout ça. Au petit jour, il était 3 h du matin, ça, c'était comme ça, c'était la nuit que ça se passait. Bon ben, c'est que nous, 4-5 jours après, on suivait, hein, rassemblement, parquet, puis la route pour l'Allemagne. Ah ben, c'est clair, c'était pas pareil. Quand on est monté à la gare de Reims, j'avais un petit billet qui m'avait envoyé, justement, hein, elle demande dans les colis, il m'avait envoyé un petit billet sèche. Alors j'avais mis dessus, partons pour l'Allemagne, il est au musée à Bouche, mon billet, si vous y allez, vous penserez à moi. Il est au musée à Bouche. Et partons pour l'Allemagne, avons bon moral, bon courage, à bientôt. Puis derrière, j'avais mis l'adresse de mes grands-parents, Madame Monrapierre, c'est le jeune petit. Alors quand on est monté, oh, ma mère a dit, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. J'ai hésité, j'ai dit, ou je l'avale, ou ben, je sais pas ce que j'en fais. Puis parfois, par 5, là, puis carreau, un coup de matraque, un coup de chien dans les mollets, un autre coup de crosse derrière la tête. J'avais toujours mes 2 mains comme ça, parce qu'il fallait rester au garde à vous. Toujours, hein, sans bouger. Hein, ma foi, je laisse glisser ce billet. Ben, je vous le donne en 1000, il est bienvenu au pays, hein, puisqu'il est au musée. C'est un cheminot qui l'a remonté. Un cheminot qui l'a remonté. Il l'a envoyé de Reims. Hein. Oui, oui, tu l'as envoyé Mais de Reims. un moment après, hein, Oh, oui. au moins 3 ou 4 mois après. Hein. Ah, oui. Mes grands-parents Je le dis pour savent. envoyer un billet, Quand il est venu, c'est un billet neuf. il avait peur, c'est pauvres. Un billet de 5 francs, là. Viens voir il dit, ce que la Josette l'a envoyé, il dit, viens voir, il dit, mon grand-père, il dit, ah, Dieu, on est perdu. Et j'ai dit, c'est vrai, ça, oh, ils sont sur le chemin. Mes grands-parents, ils étaient ici, mes grands-parents. Alors là, ma foi, nous l'a parti le matin, pour l'Allemagne, 3 jours. 3 jours et 3 nuits, hein, sans se laver, sans bouffer, rien du tout, avant d'arriver en Allemagne. Ben là, on a dit, on est. Ils nous ont descendu une seule fois à trêve pour nous compter. Ils nous foutent une roustine avec les chats, parce que là, on a commencé à comprendre. Là, arrivaient déjà les femmes officiers, là, habillées en gris, et les calots, d'un côté la schlag, de l'autre côté le revolver. On a dit, on sait ce qui nous attend. Mais enfin, nous voulons arriver à Ravensbrück le 3 février. Il a fait toute la traversée de l'Allemagne. Ah oui, toute la Pour passer par Berlin, c'est tout à fait dans le haut. Oui, Ravensbrück, c'est dans le haut, au nord de Berlin. Ah oui, 3 jours et 3 nuits, tu sais. Hein, je me disais, on est perdu. Ben, on est arrivé à Ravensbrück, en pleine nuit. Et là, il y avait au moins 22 degrés. En dessous, au 3 février, hein. C'était l'hiver Purut qui a dit que ça avait fait l'hiver 43-44, là. Hein. Et bien, il y avait au moins 22 degrés en dessous. Là, mon Dieu, on était gelés, on avait dit, on avait quand même faim. Hein. Alors, ils nous ont fait rentrer dans la cabane, ils nous ont posé à la douche, là. Et c'est là qu'on a retrouvé sous la douche Madame Dubois de la Chaïte-sur-Loire. Ils nous ont donné des guenilles, enfin, une robe rayée, une veste rayée et un numéro matricule. D'ailleurs, Geneviève de Gaulle, qui est morte l'autre jour, elle a fait partie de mon convoi. Si vous avez entendu au poste, elle avait le matricule 27 772 et moi j'avais le matricule 27 775. Ça, je vous dis la pure vérité là. Ah, il l'a annoncé au poste, hein. Le soir, on a regardé son émission. Ah oui, elle est partie dans notre convoi. Entre autres, c'était une chic fille, d'une gentillesse, d'une simplicité. Ah oui, elle n'a jamais fait valoir. Quand on est parti de Compiègne d'ailleurs, ils appelaient, moi j'étais terroriste, il y avait des communistes, il y avait des gaullistes, il y avait des ennemis d'Allemagne. Alors elle était donc qualifiée d'ennemie d'Allemagne. Elle s'est retournée, elle a dit, cependant, je n'aurais pu être gaulliste, moi. Elle s'appelait Geneviève de Gaulle. Je m'en souviens toujours. Ils l'ont dit d'ailleurs au poste l'autre jour, quand ils ont fait son émission. Ah oui. Alors là, à Ravensbrück, c'est là. On nous a mis dans un bloc. Moi j'étais au bloc 13, Madame Dubois était au bloc 22. Et puis là on était mis en quarantaine parce qu'il y avait la scarlatide. Et là donc, un joli spectacle. Le lendemain, une mère, j'étais avec maman moi, j'ai jamais été séparée d'ailleurs. J'étais avec ma mère, 27 775, puis elle avait le 27 776. Et le lendemain, une mère qui avait sa fille, qui était prête à coucher. On vient chercher la fille. On ne l'a jamais revue. Alors cette femme, c'était pour bailler, j'avais 18 ans, toute la journée disait, mais moi je veux ma fille, je veux qu'on me la ramène. Alors oui, quand nous faisait des coups là, l'officier, il fallait garder le silence plus complet. Ça, on ne parlait jamais au camp, hein. Fallait pas parler. Hein. Alors le matin, à Ravensbrück, c'était ça. Tous les jours, ça tombait comme des mouches, tous les jours. On a dit, nous voilà bien. On ne va pas faire long feu ici, hein, au camp de Ravensbrück. Hein. Alors voilà, le matin, c'était ça. La vie du camp de Ravensbrück. C'était qu'un camp de femmes. On était uniquement des femmes. Il n'y avait aucun homme à Ravensbrück. Ça.
c'était que des femmes. À 3 heures du matin, on entendait la sirène. C'était lugubre. Une neige. On était chaussés avec des claquettes en bois, ils avaient ben de l'ourseille quand même. Et puis simplement une bande en toile avec 2 clous de chaque côté. Hein. En plein dans la neige. Hein? Oh, bon, je le dis à moi-même, tu ne vas pas durer longtemps, puis ta mère non plus. Hein? Alors c'était sirène à 3 heures du matin, puis il fallait qu'on soit debout. Il faisait éruption dans les champs. Mon Dieu, quelle horreur! Avec le chien. Et puis la chlaque tous les jours, il gueule après nous. Puis il y en a, vous savez, il y en a qui étaient vieilles, il y en avait des pas beaucoup plus jeunes que moi, mais enfin il y en avait quand même 2 qui avaient 16 ans, qui étaient aussi avec leur mère. Ils les ont séparés, ces 2-là, on les a pas revus. Hein? Moi j'ai eu là une chance que je suis restée avec ma mère. Ma mère, elle n'était pas âgée, hein? Avec 48 ans. Et bien, ça l'a voulu quand il y avait un tri, parce qu'il faisait des tris. Hein? On voulait tant de numéros, on marchait par numéro, on ne connaissait plus son nom. Hein? Il fallait tant de numéros. Alors ça s'arrêtait 27 774, j'étais 75, ma mère 76. Après, on en prenait tant, 27 777, on faisait encore partie du même lot. C'est bien le hasard, hein? Ils ne cherchaient pas, c'était le hasard. Alors ma mère, elle n'a jamais travaillé au camp. Elle restait enfermée dans le camp. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle n'avait plus l'âge de travailler. Mais moi, j'ai tout fait. J'ai fait la corvée de charbon, j'ai fait la corvée de sable, j'ai fait la corvée des gamelles, pour amener la soupe. Hein. Dites-vous bien, à la soupe, c'est pareil. Pour chercher la soupe, on faisait à peu près 1 kilomètre pour chercher la soupe. Elle était chaude, hein, elle était bouillante quand il la sortait. Moi, j'étais avec une Russe qui faisait peut-être 2 mètres de haut, et moi, c'était super. Alors, j'avais toujours... Ouais, oui, c'était choisi, ça. Hein. J'avais toujours la soupe dans... Après, moi, j'étais avec le côté droit plus rouge, enflammé. Enfin, bref, c'était comme ça. Ma mère, elle n'y a jamais été. Je ne sais pas depuis, parce qu'en l'espace de 2 mois, ma mère qui pesait 80 kilos, quand on est rentré, on en pesait 40. Personne ne l'a reconnu au pays d'ailleurs, hein, personne ne l'a reconnu. Alors après, j'ai fait la corvée de charbon. Vous bien? Non. La corvée du charbon, ça consistait, on nous mettait en rang par 5 sur une longueur de peut-être 300 personnes. Et puis là, ils en prenaient tant, ils en voulaient tant, et puis là, maintenant, enfin, une fois, j'ai été comme 2 jours de suite, ben, c'est pareil, 6 heures au charbon, monté dans le camion avec des grosses briquettes qu'il fallait qu'on charge. Hein. Ben, quand je suis revenu le soir, hein, on n'avait point d'eau pour se laver. On avait une petite gamelle à Ravensbrück, c'était une petite gamelle en émail, comme une petite cuvette. Alors on avait droit à une louche qui puisait, on faisait la queue pour avoir sa louche d'eau. Hein. Et ben souvent, moi, des fois, je dis que j'ai soif d'avoir été au camp. Et je buvais mon eau avant de me laver. Tellement j'avais soif parce qu'on ne me donnait pas à boire. Hein. Hein, il y avait, après, à Nov, il y avait encore des douches, puis un robinet là. Hein, pour tant de personnes, naturellement, mais enfin. Hein. Et puis, ben, je vous dirais quoi, la corvée de sable, oui, la corvée de sable, ça consistait à faire du terrassement, pour ainsi dire, parce que là-haut, le sable à moins 20, je vais vous dire que c'était pas de la table. Alors, on partait par 5 en colonne, on prenait une pelle, moi qui étais plus large que moi, une pelle sur l'épaule. Alors là, il faisait déjà marcher 1 kilomètre. Soit une dragne fille links, soit une dragne fille gauche, sur le pied gauche, des fois on n'était pas au pas, si on n'était pas au pas, on se fait un coup de pied à les fesses, un coup de matraque, puis l'autre a sorti le revolver quand nous mettait sans souvenir. Mais moi, j'avais peur des chiens, parce qu'ils avaient chacun le chien, et quand ils lâchaient le chien, moi à Ravensbrück, j'ai vu des femmes, la jambe arrachée, hein, la cuisse arrachée, la main arrachée par le chien. Hein, parce que quand ils lâchaient le chien après une déportée, hein, eh ben, ils le faisaient mettre en guenille. Hein. C'était leur principe, ça, c'était ça. Et ben, la corvée de sable... Terrorisé, en fait. À la corvée de sable, on allait parler 6 heures. Et puis, ma foi, au mois de... J'ai fait ça du mois de janvier, là, jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, 4-5 jours, on ne sortait plus du camp. Ça nous semblait bizarre. Puis, mais ma mère a dit, on m'a dit comment ça se fait, ils font plus de corvée, elle a dit, tu vas peut-être pouvoir te reposer, tu vas plus aller au sable, tu vas pas aller chercher peut-être les gamelles, tu vas pas aller au charbon. Puis, ma foi, au bout de 5 jours, transporte, quand nous dit l'officier. Transporte. Partir en transport. Après, alors, il y avait une fille qui connaissait bien l'allemand. On avait avec nous 250 filles de la faculté des lettres de Strasbourg qui avaient été arrêtées. Ça nous a fait bien du bien parce qu'ils parlaient presque tout l'allemand. Ils connaissaient l'anglais, ils connaissaient plusieurs langues. Alors, on peut avoir quand même quelques nouvelles quand ils entendaient les boches qu'on disait entre elles, les bonnes femmes. C'était en même temps que Marie-Claude.
Hein? T'étais en même temps que Marie-Claude. Je l'ai pas, Tu l'as pas connu? Marie-Claude Vaillant-Couture, je ne l'ai pas connue. Non, je te dis, j'ai connu. Daniel Casanova non plus? Non, de gaz. Ma mère, toujours pareil. Juste, ça s'est arrêté un petit peu devant. Après, on était recontrôlés le lendemain à la baraque pour être ensemble. Pour coucher, on a encore couché toutes les deux. Alors, j'étais bien couchée parce que je couchais avec la couverture, puis elle couchait toute nue. Ma mère, avec sa robe. Pour pas que j'aie froid, mais puis une fille, hein. C'est ce que je disais. Ben, on touchait 2 patates, puis 2 ou 3 pommes de 3 patates. Sur les 3 patates, il y en avait 2 de pourries, c'était fait exprès. Il n'y en avait qu'une de bonne. Une tranche de pain, une petite machine de margarine ou une petite machine de confiture le lendemain. Alors moi le soir quand j'arrivais de travailler, ma mère elle me disait, ben, tu sais, j'ai eu du rab. Je disais, toi, eu du rab. Oh, a dit, oui, tu sais, hein. A dit, j'ai une patate et puis une tranche de pain, a dit, on m'a donné pour toi. Bon, ben, je l'ai mangé, on a 19 ans, on mange. Et on a faim, on mange. Hein. Alors, le lendemain, il y a une dame qui me dit, des portiques, elle me dit, dis donc, Josette, faut que je te dise quelque chose. Bien, je dis, tu trouves pas que ma mère elle a changé? Puis je dis, ah, mais je dis, en fait, tout le monde change ici, tout le monde. Hein. Elle me dit, dis donc, tu sais, bah, dis, c'est toi qui manges sa ration. Elle dit, ta mère, il y a 2 jours qu'elle ne mange pas. Et je dis, elle ne mange pas. Parce que j'étais partie pendant la corvée de soupe pour manger plus tard quand on revenait de travailler, nous. Il n'y avait pas d'heure pour eux. Hein. Quand on avait fait leur boulot, ils nous donnaient à manger comme ils voulaient. Hein. Alors, elle avait mangé dans le service avant. Elle m'a dit, c'est elle qui ne mange pas, ta mère. Je dis, elle ne mange pas. Elle me dit non, parce qu'elle dit, elle trouve que tu as mauvaise mine. Elle dit, elle préfère se priver de manger, puis te le garder pour toi. Eh bien, une mère, une fille, hein. Après, je me suis rendu compte de ce que c'était. Et d'être mère, hein. Ma mère, hein, elle ne mangeait pas pour me garder sa ration. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Alors après, on a travaillé dans cette usine de Mascagas, ma mère ne tenait plus debout. Du tout, elle ne peut plus y arriver. Elle enfilait les masques dans un machin qui était plus haut qu'elle, puis elle n'avait rien, puis il fallait qu'elle les jette aussi haut. Tandis que moi, je faisais des masques à gaz, ça passait comment on appelle ça, un tapis, oui. Alors là, il y avait des têtes qui pesaient au moins 5 ou 7 kilos. Alors il fallait que j'attrape la tête, puis que j'attrape le bout de caoutchouc, puis que j'enfile le nez comme ça en caoutchouc. J'avais dit, moi j'étais fait. Puis si on en loupait un, on avait droit à la schnack, et puis à la punition, on n'a pas droit au pain. Hein? Le casse-croûte, il était enlevé. J'en ai fait des masques à gaz, mais un moment après, oh, je suis dit, tiens, puisqu'il y avait un contrôle au bout, de temps en temps, j'enfilais mon ongle dedans pour qu'il prenne l'air. Mais c'est que j'ai pas resté longtemps. Après, j'ai travaillé dans un four, ça faisait 45 degrés. Il chauffait le caoutchouc. Alors là, je travaillais à l'empiler, à compter les masques à gaz, compter les défauts, puis les mettre dans une boîte à carton. Eh bien, il y avait une femme allemande, une contre-maîtresse, une civile, en face de moi. Un jour, elle voyait que je n'arrivais pas, puis que je broyais, que je chialais, j'étais une gamine, hein, quand même. Hein. Puis moi, j'avais toujours été choyée à la maison et tout. Hein. Puis là, j'étais séparée de ma mère, je ne sais pas, ça m'avait donné un quoi, travailler bien plus loin à l'usine que moi, je me trouvais toute seule, je n'y arrivais pas. Et bien, tout d'un coup, je vois des masques étouffés, puis ce que t'es pas au fil, t'es parti. Mais la contre-maîtresse, là, je lui ai dit, non, est-ce que je vais prendre? Et puis, ma foi, parce que je n'avais pas arrivé encore à filmer les masques à gaz, puis alors, je donnais un coup de pied dedans, comme ça, puis elle m'a fait, il fallait surtout rien que je dise, hein, parce qu'elle aurait été battue aussi, la contre-maîtresse. Hein, qu'il fallait rien que je dise. Mais elle m'a fait voir que c'était elle qui l'avait fait. Alors après, d'arriver le mois de... Je ne sais plus quand c'était l'arrivée. Ils nous ont séparés là de l'usine. Ils nous ont envoyés au camp de Bergen. C'était l'arrivée des troupes, ça sentait l'arrivée des troupes, mais on ne savait rien. On a su que la France elle était libérée au mois d'août, hein. Paris était libéré au mois d'août. On l'a su quand il y a des déportés qui sont arrivés, qui ont été arrêtés au mois d'août à Paris pour arriver au camp de Ravensbrück. C'est là qu'on a su, on dit, vous savez, la France elle est libérée, on n'en a plus pour longtemps, il n'y en avait plus pour longtemps, ça a duré quand même du mois d'août jusqu'à moi, j'étais libérée qu'au mois d'avril d'après. Puis là, c'est pas là qu'ils étaient les plus mignonnes, hein. Toutes les femmes, elles étaient plus méchantes que les hommes après nous. Hein. Il y avait le chef de camp, il était méchant. Hein. Ah, il était méchant, il tapait à tort à travers nous quand on faisait l'appel. Mais les bonnes femmes, alors là, les bonnes femmes après nous, c'était heureux. Et bien, ma foi, après, là, je passais tout mon temps à faire des masques à gaz, et puis c'était pour la joie, on en fait.